L'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à dessiner toute ta chaîne de valeur. Donc à partir du moment où les clients entendent parler de toi, jusqu'au moment où tu as délivré ton produit et où ils sont dans ton projet, quoi, et qu'ils ont terminé, qu'ils sont en attente et que potentiellement ils peuvent recommander chez toi. L'idée, c'est de prendre tout ça et de le passer au crible des outils du scale. Donc comment on peut standardiser, comment on peut automatiser et comment on peut déléguer à ses clients. Ouais. Grosso modo, et de voir ce qu'on peut scaler dans ton activité et ce qu'on peut pas scaler. Le truc, c'est qu'il y a un gros scope général qui est sur la génération de leads. Pour générer des leads, le truc, c'est qu'il faut un discours. C'est ça dont on avait discuté avec Oussama dans les premières Office Hours. C'est comment on fait pour avoir un discours qui soit un peu plus orienté que juste je fais du dev et qui soit plus orienté sur je résous tel problème chez vous. Parce que c'est ça qui vend. En fait, c'est beaucoup plus simple de vendre un truc genre vous avez ce problème, moi je vais le résoudre pour vous. Comment on va faire? On va dessiner d'abord tout ce truc-là, et ensuite derrière on va en décliner un funnel avec toutes les étapes, etc. Voir ce qu'on peut automatiser, ce qu'on ne peut pas automatiser. Moi, je suis là surtout pour la partie outils. Et tu verras avec Ous pour toute la partie pricing et comment tu peux potentiellement déléguer à d'autres gens, etc. Donc moi, je suis vraiment là sur les outils, voir ce qu'on peut mettre en place toi en dev rapidement pour scaler certaines parties de ton taf et tout ça. Et réfléchir aussi à la direction générale qu'on veut faire prendre pour ta génération de leads. Donc, raconte-moi. Donc toi, au départ, là, je te définis les étapes. Toutes les étapes par lesquelles tu passes, les trucs qui te prennent, enfin combien de temps ça te prend, etc. Et on essaie de dessiner tout le chemin, tout le parcours que les gens font quand ils sont avec toi, du début à la fin, quoi. Ok. Donc tu as plusieurs moyens en fait de te faire connaître en tant que freelance. Tu peux bloguer, tu peux participer à des meet-up. Ouais. Toi, tu fais quoi aujourd'hui? Je blogue un peu, je participe un peu à des meet-up. Ok. Ça marche. Donc, blog. Tu blogues sur quoi, genre? Je blogue sur GraphQL principalement, mais c'est plutôt du Node.js, enfin du JavaScript et tout autour. Ok, et comment ça te rapporte des clients? C'est plus par le bouche-oreille en fait. Je pense que aujourd'hui j'ai pas eu vraiment un client qui m'a dit je t'ai vu là via le blog. Ouais. Mais c'était plutôt, je pense de manière indirecte. Quand on va sur mon LinkedIn, on tape mon nom sur Google, on peut retrouver les articles que j'ai faits. Ok. Et donc ça te donne de la crédibilité et les gens viennent te voir. Tu fais un genre. T'as des retours sur ces articles et tout? Comment ça marche? Je t'avoue, là, depuis le voyage, j'en ai pas refait. Ouais. Mais c'est plutôt, j'avais des commentaires en fait sur d'autres utilisateurs de Medium. Ouais. Mais sinon, c'est plutôt en entretien en fait que j'ai des retours. En gros, ouais, j'ai vu ça, que tu faisais ça. Voilà. Donc ça t'aide un peu plus tard, quoi. Ouais. Et donc ça t'aide à attirer un peu de clients. Tu dis des events aussi? Ouais, certains là aussi c'était avant le voyage. Certains events que tu peux faire pour présenter une techno, un retour d'expérience, c'est pas mal aussi. Ok, donc toi en tant que conférencier, quoi? Ouais, voilà. Genre pour raconter des trucs, ok? Ouais. Mais sinon, ce qui marche le mieux en fait, c'est de se faire recruter. Donc tu mets à jour ton LinkedIn, tu mets à jour ton CV, et là il y a des personnes, donc des chasseurs de tête qui viennent en fait te recruter, te proposer des missions. Après, c'est à toi ou non de les accepter. Donc, il y a un certain process. Et le plus souvent, ça passe par le canal de LinkedIn, mais ça peut aussi passer par Comet, ou alors on peut nous appeler directement par téléphone. Ouais. Donc ça peut prendre un peu de temps, effectivement. Ouais. On est souvent sollicité, même en mission. Donc, il y a plusieurs phases. Donc, une fois qu'on a présenté la mission, on regarde si ça nous plaît. Ils nous appellent, on parle un peu avec eux, on règle 2-3 trucs, et ensuite, si on est vraiment intéressé, ils nous envoient un descriptif plus complet. D'abord, t'as toujours un premier call avec eux, ou des fois c'est juste des échanges par mail, ou ça peut être des échanges par mail ou par messagerie LinkedIn. Ok. Ouais. Et eux, ils cherchent à déterminer quoi par rapport à toi? Ils cherchent à déterminer si je suis intéressé par la mission qu'ils proposent en fait. D'accord. Parce que là, du coup, on est sur la problématique de en tant que dev, en fait, t'as beaucoup de gens qui font, il y a une grosse demande, quoi. Ouais. Et donc toi, tu peux sélectionner, il faut trier ces trucs-là, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc toi, comment tu sélectionnes? Sur les envies du moment, sur la perspective de carrière que je veux faire. Ouais. Si j'ai envie de faire plus du back, plus du front, si j'ai envie d'orienter ma carrière vers peut-être développeur, peut-être full stack, ou alors un peu plus back-end, un peu plus DevOps. Bref, voilà, c'est ça. Les choses qui me plaisent à l'envie, et aussi le projet en fait. Ce qu'il y a dans la mission, est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir, est-ce que c'est un petit compte, un grand compte, est-ce qu'il y a même une startup, s'il y a vraiment, il va y avoir des problématiques très intéressantes au niveau tech. Après la stack technique bien sûr,
si c'est des technologies qui me donnent envie, des technologies que j'ai envie de découvrir que je maîtrise pas encore. Et après, il y a le TJM. Ouais. Et l'emplacement aussi, très important. L'emplacement, par exemple, j'aime bien rester dans Paris. J'ai pas encore fait de mission Ok. extramuros. Ok, ça marche. Et donc, tu as plein d'échanges de mails, des téléphoniques. Ça prend combien de temps une étape comme ça pour déterminer s'il y a un fit ou pas? Genre un call qui se passe bien, ou tu vois, si t'as accroché à la mission, t'as dit oui, appelle-moi, on peut faire une petite présentation pendant. Si ça se passe pas bien, enfin au bout de 3 minutes, c'est bon, tu raccroches. Mais ça peut, si on est très intéressé, ça peut faire un quart d'heure, tu vois, facile. Ok. Donc à chaque fois, t'as ce truc-là. C'est intéressant donc, parce que souvent, on va poser des questions et tout. Ouais. Voilà. Enfin, généralement, tu filtres un maximum et après, tu prends l'appel seulement si tu es vraiment intéressé pour pas perdre trop de temps, pour pas perdre un quart d'heure à chaque fois. Ok. Et tu filtres en fonction des annonces, quoi, de ce que les gens font. Ouais, voilà. Moi, généralement, le contenu de la mission, la stack, l'emplacement, le TJM, déjà, ça fait 4 filtres, ça fait beaucoup de choses. Ok. Et ça, c'est toujours listé dans les annonces que les gens te font. Il n'y a pas de Le gens qui t'appellent et qui TJM, te disent genre salut. Très rarement le TJM, parce que souvent, en fait, ils ont pas un prix. C'est assez caché et du coup ça leur permet après d'avoir une marge, de dire finalement je t'ai vendu, c'est que à 650 mais après eux ils peuvent renier et en même temps, tu vois, le prix que donne le client c'est pas le même auquel ils te vendent, donc il y a toujours, donc c'est plutôt, en fait on annonce son tarif et après soit ça match soit ça match pas, c'est plutôt dans ce sens là. D'accord, ok, ça marche. Une fois que toi tu es d'accord pour prendre le contrat, du coup c'est quoi l'étape suivante? Donc l'étape suivante, c'est la prise de rendez-vous. Du coup, mon CV est transmis à l'entreprise. Ouais. Si l'entreprise accepte, on se met d'accord pour un rendez-vous. Ouais. Et là, je me déplace physiquement chez le client. Ok. Et là, on commence à avoir un entretien physique qui dure, si ça se passe bien, ça peut durer 1 heure, un peu plus. Ok. Et donc, pendant cet entretien-là, c'est vraiment comme un entretien d'embauche, quoi. Genre, ils checkent s'il y a un fit culturel, si ça fonctionne pour eux, avec toi et tout ça. Et à l'issue, ils décident si oui ou non, quoi. Exactement. Là, on parle pas en fait des termes du business, c'est vraiment on parle des termes techniques, de ce qui motive en fait la personne à rejoindre la mission. Ok. Et ouais, s'il y a un relationnel, un feeling en fait. Ouais. Est-ce qu'on peut travailler avec toi pendant. Parce qu'une mission, ça dure combien de temps en moyenne? Ça va de 1 mois à illimité en fait. Ouais. Enfin, t'as des gens qui recherchent plus d'1 an, même plus. T'as des projets qui durent très longtemps. Généralement, ils te vendent. Généralement, t'as beaucoup de longues missions. Quand on te cherche sur des missions très courtes, c'est quand t'es vraiment expert sur un domaine et que t'es vraiment dans une niche, et quelque chose comme ça. Mais généralement, sur des missions de développement, on te veut minimum en 3 mois renouvelables. Donc tu vas faire tes preuves pendant 3 mois, si ça se passe bien, ça va être continué. Mais généralement, on veut te garder le plus longtemps possible. Okay. C'est rare qu'on dise c'est que 6 mois max. Ouais. Ça peut arriver, mais c'est-à-dire que le projet va s'arrêter dans 6 mois. Ok, ça roule. Donc ça, donc là, il détermine tout ça. Ensuite, derrière, il y a une étape qui est sur la rémunération, tous les trucs. La suite de l'entretien, on a une réponse positive ou négative de la personne qui a fait l'entretien, de l'entreprise. Et du coup, si ça se passe bien, si c'est OK, le commercial en fait va parler avec cette personne, on va voir le TJM si ça passe. Et après, là, il y aura une phase de négociation. Une négociation, si j'ai mis. Si le TJM passe pas, ou alors s'il est trop élevé, s'il est trop faible, est-ce qu'on peut pas négocier sur, je sais pas, le temps de travail, sur d'autres choses. Bref, après ça, c'est de la négociation. Ouais, ok. Donc là, il y a toute une phase de négo. Ouais. Mais généralement, si ça a été clair depuis le début, que les deux profils matchent bien, c'est très rapide. Hein. Ok, ouais. C'est plus dans les cas où, on n'a pas le TGM qu'il faut, du coup on essaie de trouver d'autres choses pour attirer la personne à venir. Ok, ça marche. Donc là, dans cette phase, et après tu attaques la mission? Ouais. Ok. Ensuite, après, tu fixes une date de mission. Ouais. Généralement c'est en début de semaine. Et tu arrives avec ta machine, plus souvent, et tu commences à faire connaissance de la team, de ses process, des équipes, à voir le code, à voir comment est organisé tout ça, et à faire tes premières. Est-ce que tu as toujours des missions où tu intègres une équipe déjà existante?
Ou il y a des missions où tu commences du from scratch? Tu peux avoir des missions où tu commences from scratch, ouais. Ouais. Où c'est à toi de créer la team, ouais. Ok. Ça existe, c'est plus rare. C'est ce que tu fais maintenant ou pas? Ouais. Ouais. Mais j'étais déjà chez Foncia. Ouais. Et là, je crée une nouvelle team effectivement de from scratch. Donc c'est de l'interne vers l'interne, mais Ok. effectivement, c'est ce que je fais. Donc là, tu as une observation. Donc si jamais tu rentres dans une team, tu découvres la team, etc. Donc c'est rencontre avec la team. Et du coup, si jamais c'est from scratch, si jamais tu dois monter une équipe, tu commences par monter l'équipe ou tu commences à dev direct ou comment ça se passe? Tu veux dire si tu commences un nouveau projet? Non. Là, par exemple, chez Foncia, sur ta nouvelle mission, Ouais. où tu dois monter une équipe, c'est une techno déjà existante ou pas? Bah tout existe. Enfin, tu veux dire. Je veux dire, ce sur quoi tu bosses actuellement. Ah ouais, bah, je veux dire, le projet n'existe pas. Le projet n'existe pas. Mais les technos que j'utilise existent. Ça oui. Oui. Mais du coup, le projet n'existe pas encore. Non. Donc toi, ton premier move, c'est quoi? Ça va être de recruter une équipe? Ça va être quoi? Bon, premier move, en fait, ça va être de définir le périmètre applicatif, voir les besoins qui me sont nécessaires. Je vais avoir, tiens, il me faudra plus de front, il me faudra plus de back, il faudra du full stack. Ouais. Ça me permet d'avoir un panel en fait de personnes et surtout de voir un peu les. Du coup, c'est grâce aux besoins. Par exemple, si j'ai un back office avec très peu d'intégration, enfin très peu de CSS, tout soit joli, je vais peut-être prendre plus du back-end. Tu vois, si c'est des écrans qui se répètent. Par contre, si c'est une application qui brille de partout, où t'as très peu de logique métier, mais t'as énormément de front, tu vois. Ouais. Donc je vais essayer de voir le périmètre en amont, et c'est ça qui va me permettre de savoir en fait les profils que j'aurai besoin. Et pour cela, je vais avoir besoin si je travaille en mode agile, d'un product owner. C'est lui qui aura au préalable découpé en fait toutes les fonctionnalités en petites briques, et il va m'expliquer un peu le métier pour que j'ai une vision globale. Pour pas commencer à partir tête baissée et tu commences à voir ce qui se passe, ok, il faut ça. Et après, tu dis, ok, je vais avoir besoin de 3 gars, un autre. Voilà. Ok, ça marche. Donc là, c'est toute la définition de sur quoi tu vas bosser et après, tu attaques. Ouais. Ok. Et donc là, comment ça se passe en général? Genre, tu bosses avec eux et c'est toujours différent d'un client à l'autre ou qu'est-ce qui est commun dans cette phase de taf? Ouais, en fait, si tu commences complètement from scratch et que c'est toi qui poses la stack technique, effectivement, tu pourrais imaginer que tu dupliques un peu le début de projet. Par exemple, pour imaginer que ton architecture de projet est un peu la même. C'est un peu le squelette de ton application. Ouais. Le squelette serait le même. Tu aurais déjà choisi toutes les technos qui apparaîtront. Ouais. Mais là encore, tu vois, ça peut changer. Si j'ai un site de e-commerce ou si j'ai un moteur comptable à faire, par exemple, ça va pas être les mêmes bases de données que je vais utiliser. Forcément, ouais. Et même, je pourrais en avoir d'autres. Donc, peut-être que tu arrives faudrait voir à définir un squelette en fait commun. En fait, il faudrait faire un squelette commun qui soit assez générique, où après tu arrives à brancher des briques extérieures qui elles sont spécifiques, mais sans que ça touche au squelette commun. Et après remplir ton squelette avec de la chair. Et après, je pense pas que ça prenne énormément de temps. Je pense que le plus de temps en fait, c'est de recruter une équipe qui fonctionne, une équipe qui travaille bien ensemble, qui se connaît. Et qui est motivé en fait sur le projet. Ouais. Je pense que ça c'est le gros point. C'est le gros point fort. Une fois que tu as la bonne équipe, tu peux te permettre d'aller plus loin et surtout si les gens travaillent ensemble, il y a des automatismes qui se créent. Ouais. Mais après effectivement en tant que freelance, on peut ramener d'autres personnes qu'on connaît. Par exemple là sur la nouvelle mission, j'ai demandé à un pote de me rejoindre. Ouais. Parce que je le connais, il travaille très bien, je l'ai recommandé. Mais tu vois, la plupart des autres gens, on va les recruter, d'autres en interne, d'autres en externe. Ça prend pas mal de temps, il faut pas se tromper. Enfin, tout le monde sait que le recrutement, c'est le point fort de toutes les entreprises. Du coup, c'est sur ce point-là où je pense que tu peux gagner énormément de temps si tu arrives avec ta team. J'ai un ami qui fait ça, du coup, lui, il fait une agence, du coup, il a une partie agence, mais des fois, il va sur des missions, il a ramené d'autres gars. Et effectivement, du coup, tu sais que tu as 3 personnes. Par exemple, si tu arrives à 3, tu sais que ça va être un noyau dur qui pourra commencer et après ajouter d'autres personnes. Ouais. Et peut-être même partir de la mission en disant, voilà, on t'a fait monter 5 mecs en interne en CDI et nous, on peut s'en aller, on a fait notre taf, maintenant vous pouvez continuer, on a monté en compétences et après… Ok. Donc là, tu taffes, tu livres ton truc et après, c'est toujours ongoing en fait. Tu vas remplacer ton équipe par une autre, des trucs comme ça. Genre, comment ça se termine en fait le projet?
Genre, quand est-ce que c'est terminé? C'est genre, à la base, vous avez défini une J'ai jamais vu de deadline fin. ou... T'as jamais vu de fin, c'est vrai? Genre, tu finis toujours par te barrer avant ou c'est comment? Mais tu vois, même plusieurs années, les projets continuent. En fait, il y a toujours des choses à. C'est comme si tu disais Facebook est fini. Ouais, bien Genre, sûr. Non, Facebook, mais toi, ton taf. Ah, Oui, évidemment que les trucs sur lesquels tu bosses, c'est pas fini, mais. je sais pas, j'ai envie de dire, s'il y a plus de développeurs pour une entreprise qui fait un site web, qui vit d'un site web, c'est qu'elle est Ouais. morte. Non, Et je crois qu'il n'y a jamais vraiment de fin. Ah, mais quand toi, est-ce que moi toi, j'ai. toi, ta D'accord. mission, oui, évidemment. Genre, de toute façon, c'est pas le. Bah, la mission, elle se termine quand il y a plusieurs raisons de ça. La première, déjà, c'est l'envie. Quand tu n'as plus envie, c'est la curiosité. Quand tu as envie de voir d'autres technos, d'autres stacks, les choix de carrière. Quand tu as envie de faire d'autres choses, par exemple, tu as envie d'être plutôt. Tu as fini de dev, tu as envie de faire un peu de management ou prendre plus de responsabilités. Donc, déjà, il y a les choix personnels. Et après, bien sûr, il y a l'employeur qui peut dire ok, maintenant, j'ai 5 freelances. J'aimerais bien internaliser mon équipe. J'aimerais bien avoir des gens sur lesquels j'ai des CDI, je commence à créer. J'internalise, donc soit ils peuvent internaliser entre freelance, Ouais. ou soit ils commencent à monter à monter en fait d'autres personnes en interne qui vont après prendre le flambeau petit à petit. Ok. Il y a des entreprises qui prennent que des freelances de A à Z. Là, je le vois de plus en plus. Avant, c'était plutôt et de plus en plus. Le freelance venait un peu en mode externe, un peu en mode pompier. Et petit à petit, en fait, il y a une vraie souplesse du freelance. Et ils font des teams de plus en plus grosses. Ouais. Et des fois, on voit même plus la différence entre un CDI et un freelance. C'est tellement qu'ils sont intégrés à la chose. J'ai vu des freelances qui étaient là depuis 10 ans, 9 ans. Mais il y a toujours en fait cet esprit, c'est très bien, hein, d'avoir des CDI qui rentrent et on peut avoir envie du coup de séparer des freelances pour continuer avec une équipe entièrement en CDI. Ok. Et donc toi, là-dedans, parce que j'essaie de déterminer, en gros, il n'y a jamais de mission où il y a un moment où c'est... Parce que tu me dis, genre à la base, on détermine le projet, s'il y a un avenir, etc. Il n'y a pas de mission où c'est genre tu bosses 3 mois et après c'est fini? Ça arrive jamais? Je dirais que ces missions, en fait, c'est des missions... J'en ai pas trop fait après... C'est pas sur les missions sur lesquelles je travaille en fait. Ouais, ok. Ça c'est genre. Toi, t'es vraiment sur des missions long terme, donc en fait, il n'y a jamais de raison d'arrêter la mission qui sont autres que je veux changer de job. En fait, je fais pas genre un site de concert. Voilà, je fais mon événement, je vais faire mon site. Ouais. Je passe à autre chose, je duplique. Je pense que c'est ça que t'imaginais. Ouais. Je vais dupliquer. Je demande si t'as des missions comme ça, genre pour avoir fait du dev en interne aussi. Ok. Un peu sur celle-là, oui, je verrai, mais c'est vrai que j'interviens plutôt comme un développeur au sein d'une équipe qui va apporter son savoir-faire et qui va apporter sa brique à l'édifice. Ouais. Et en fait, c'est un édifice qui continue de monter et c'est plutôt des choses qui, sur les projets que j'ai faits, Comet, Frishti, Clubmed, Foncia, ça continuera encore, j'espère pour eux, plusieurs années. Ouais. Et toi, et après, toi, t'as jamais rebossé pour un ancien client? C'est pas l'envie en fait. On m'a pas le proposé but, par exemple, mais j'aime bien voir d'autres. Ouais. Donc je suis jeune, j'ai envie de voir d'autres choses, plein d'expériences. Je comprends, ouais. Ok, lourd, trop bien. Ok, donc ça veut dire que là, on a à peu près tout, quoi. Ouais. Donc, ok. Donc, il y a pas mal de trucs sur tous ces trucs-là. Le blog, effectivement, c'est un moyen de te ramener des utilisateurs, etc. C'est pas mal, mais tu vois, blog event, ça prend énormément de temps. Ouais, ça prend beaucoup de temps et c'est difficilement mesurable, mais c'est possible. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu commences à mesurer et que tu vois l'impact un peu que ça a et tout ça, c'est là que ça devient intéressant. Donc, en fait, déjà, scaler, c'est toujours pareil. Genre là, aujourd'hui, tu es dans une situation où tu as pas mal de clients qui viennent te voir parce que tu es dev. Donc, on revient à la question initiale de aujourd'hui, ton offre, c'est je dev. Donc, en fait, tu as des gens de tous les horizons qui viennent te proposer des trucs constamment. Et finalement, tu choisis un peu comme ça, par-ci, par-là. Et c'est une méthode qui, pour scaler, fonctionne pas. Dans le sens où c'est à la base de ton activité, il faut standardiser, quoi. Ouais. Il faut standardiser et c'est pour ça qu'on parle tout le temps d'un axe sur comment on fait pour, si jamais tu veux vendre que du GraphQL et que des API comme on a pu en discuter avec Oussama, ce qui est une idée, tu vois. Ça te permet de bloguer sur ces sujets-là, faire des events sur ces sujets-là, amener du monde sur une landing page sur laquelle tu vas convertir les gens, tu vois, et que tu puisses prendre des missions et que tu aies un flux de missions qui ne soit pas du monde entier à partir de LinkedIn, à partir de tout ça, et qui te propose des missions qui sont adaptées à ce truc-là. Et en fait, ça te permet derrière
bon, tout ça, c'est des trucs qui se standardisent assez vite et je suppose que tu as déjà pas mal d'outils qui te permettent d'automatiser ça, quoi. Je veux dire, fixer une date de mission, vu que tu as une mission tous les ans, c'est pas ça qui te fait perdre beaucoup de temps au global, quoi. Là où toi tu passes beaucoup de temps, c'est sur toute cette observation-là. Où est le projet? Est-ce qu'il y a une friction entre, genre, c'est comment qu'ils te présentent le projet? C'est un cahier des charges, ou c'est plutôt genre voilà ce qu'on veut faire globalement et toi tu as toute une phase d'observation où tu dois dire voilà ce qu'on va implémenter? Ouais, en fait, si ça a bien été fait, tu auras un ensemble de user stories. Ouais, tu vois. Ouais. Tu as un ensemble de user stories, donc de fonctionnalités qui doit être développées, qui sera déjà affiché, et tu auras des maquettes surtout qui vont te permettre de visualiser correctement. Ça, c'est fait en amont de ton taf? Ça devrait être fait en amont, ouais. Ça devrait, mais dans les faits? Dans les faits, c'est pas toujours. Des fois, parfois, t'es souvent en attente en fait du cabinet de maquettes qui doit faire les maquettes pour ta team. Ouais. Et je me souviens dans une mission, on était un peu bloqué parce qu'on n'avait pas de maquette et du coup on faisait des trucs mais sans savoir si on devait tout refaire après plus tard. Du coup on était un peu toujours bloqué. Il y a vraiment des phases à respecter dans un projet web. Parfois tu peux les dériver, mais souvent t'attends les maquettes, après tu t'exprimes tes besoins, enfin t'exprimes d'abord tes besoins. Ouais. Après t'as des UX, UI, des graphistes qui vont les extraire et faire des maquettes à partir de ça, faire des écrans. Et ensuite, tu commences à avoir des PO qui rajoutent encore plus de fonctionnalité pour bien voir, ok, ça va être là, tout est cohérent. Et après, là, tu arrives avec un lead qui va dire, ok, donc là, techniquement, il faudra ça et ça. Et après, tu commences à coder, de plus en plus, tu commences à avoir de personnes utilitaires, nouvelles fonctionnalités. Ok, ça roule. Donc ouais, parce qu'en fait, tu vois ici, ce dont on parle sur comment tu fais pour scaler ton architecture de projet, ça n'est possible que si tu as un seul type de projet, tu vois, ou des projets qui sont similaires. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une verticale qui te permet en fait d'avoir, et c'est là que tu peux apporter de la valeur à des gens à qui tu peux déléguer potentiellement, parce qu'il n'y a pas de secret. Genre le taf de dev, il y a un moment où c'est la face nord de ton business, tu peux pas le scaler, tu vois. Genre coder le truc, organiser l'équipe, tous ces trucs-là, c'est des choses où tu vas pouvoir gagner un petit peu de temps, mais fondamentalement, c'est pas... Alors il faudrait avoir des gens en interne que tu connais, mais après, ils sont pas clonables, tu vois. Ouais. Tu perds du temps à chaque fois à retrouver, si tu as plein de projets, il faut retrouver des gens. À quel point ils sont pas clonables? Genre en fait c'est ça le point, tu vois. C'est qu'en fait si tu arrives à avoir une verticale où tu peux former des gens à bosser toujours sur les mêmes sujets et que du coup ils sont tous un peu similaires et que tu peux les placer sur des missions qui sont proches les unes des autres et où en fait ils arrivent à créer une architecture de projet qui est de plus en plus complexe parce qu'elle prend en compte tous les besoins que les gens peuvent avoir. À quel point c'est possible de faire ça, tu penses? Je pense que c'est ça la grosse question. En fait, là, moi, j'ai rien à scaler sur ça. Genre, fondamentalement, sur ton flot de travail, le problème, c'est que ça représente 2 semaines et que ça représente 2 ans, quoi. Et donc, en fait, c'est comment tu fais pour arriver à prendre plus de ces contrats-là et que toi, ton job, il passe de je veux faire du back-end toute la journée à comment je fais pour aller placer des gens aux bons endroits et faire en sorte qu'il y a un truc qui se construise et qu'au fur et à mesure que j'ai des clients, je puisse leur délivrer de la valeur plus rapidement et donc tu puisses prendre de plus en plus de clients, tu vois. Ouais, ok. Ça va être ça le jeu. Il faudrait trouver en fait ces projets qui sont limités dans le temps avec un cahier de charge défini et qui sont très rapides à faire. Ouais. Moi, juste ce qui m'inquiète, c'est j'ai l'impression que ces projets en fait sont sûrement déjà bookés par plein d'agences web et qui sont déjà bien tirés vers le bas et qui y arrivent parce que les mecs, il faudrait en fait arriver pour remporter ces projets à faire quelque chose de mieux et moins cher, j'imagine. Mais après, c'est peut-être possible, je sais pas. Ouais, non, mais après, il y a ça et il y a aussi à quel point tu peux arriver à trouver des projets plus long terme. Ouais, alors ça, ce serait intéressant de pouvoir scaler dans des projets long terme. Ouais, parce qu'en fait, si tu arrives à avoir une équipe qui a une expertise et où tu dis pour toutes ces demandes-là, tu vois, je sais pas, nous, notre truc, c'est toute la verticale de tu veux faire des soirées, des apps pour des soirées ou des trucs comme ça, tu vois. Je dis un truc au hasard. Si tu arrives à dire, moi j'ai une équipe
qui a à chaque fois une architecture qui est très proche des besoins de ces apps-là. Et en fait, si tu veux dev ton app pour les soirées, c'est nous que tu viens voir. Et en fait, toi, tu as des équipes qui sont un peu partout dispatchées dans différents projets long terme. Et qu'au bout d'un moment, en fait, tu dis ah bah non, cette personne-là, finalement, on va la rapatrier sur un autre projet et que tu arrives à alterner tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une espèce de workforce détachée où les gens ont des outils qu'ils n'auraient pas tout seuls? En fait, fondamentalement, c'est ça le truc, tu vois, c'est que toi, si tu arrives à avoir un groupe de personnes où tu crées une base solide pour que ces freelances-là, ils puissent bosser et apporter plus de valeur et donc potentiellement facturer un peu plus ou quoi, tu vois, genre, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait trouver là-dedans, quoi. Tu veux dire une base de freelance qui serait commune pour créer des projets en commun? Ouais, tu vois, ou créer des projets en commun, ou en tout cas, dire si toi, tu as ce besoin-là, qui est, je prends un autre exemple, je veux créer une marketplace. Tu vois, les marketplaces, c'est quand même un truc qui est très commun et l'archi, c'est toujours la même. L'archi, ça va toujours être un début de projet, il va toujours y avoir une offre, une demande, un panier. Finalement un panier, enfin ouais, tous ces trucs-là, potentiellement une création de compte, enfin tu vois, c'est tous ces trucs où tu pourrais potentiellement gagner du temps en ayant une base, où la plupart des freelances que tu vas trouver qui pourraient bosser sur ces missions n'ont pas cette base parce qu'ils ne l'ont pas créée, en fait ils passent d'un projet à l'autre et ils lâchent leur code d'un truc à l'autre. Et en fait, tu pourrais peut-être avoir une workforce de freelance qui arrive avec déjà une code base et qui dit tu me recrutes, mais tu recrutes aussi la code base de la boîte de Fabien, tu vois. Et en fait, du coup, bam, nous quand on arrive, on gagne 15 jours de développement et on enchaîne et on sait déjà passer sur ces problématiques-là. On a déjà des blocs à rajouter parce que sur une marketplace, tu as besoin de rating, tu as besoin de tous ces trucs-là. Et comment tu peux faire pour dire, bah voilà, en fait, nous, voilà ce qu'on est à même d'implémenter. Notre touche, c'est qu'on le fait en custom, donc ça va s'intégrer dans vos flows et si vous voulez rajouter d'autres trucs par-dessus la marketplace, c'est possible. Mais au moins, nous, on peut apporter des blocs tout le temps et à chaque fois qu'on va mettre un truc en place pour le développement, on va pas le faire en un mois, là où une team de dev normale le ferait en un mois, on va le faire à chaque fois en 10 jours, tu vois. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est une idée, hein. Et comment mais alors du coup, c'est freelance, tu travaillerais avec eux, mais ça resterait des freelances. Donc ça veut dire que finalement… Ça peut être un pool de freelance où vous partagez cette code base principale et à chaque fois qu'ils chopent un contrat, grâce à toi, parce qu'il y a aussi ça, tu vois, il y a aussi que tu leur amènes des leads qui sont qualifiés pour ce truc-là. Là où eux vont recevoir 1 milliard d'offres de plein d'acteurs différents, toi tu peux leur dire bah écoute, moi j'ai les offres qui correspondent à ce truc-là et où en fait tu peux te pricer plus cher, un truc comme ça, tu vois. Ok. Parce qu'en fait le jeu il est là. Le jeu il est aujourd'hui, toi, le job il est apprendre à dire non. Parce que fondamentalement, tu as déjà suffisamment d'offres pour vivre ta vie tranquille et faire des choix de vie qui te font marrer, changer de stack technique, apprendre des nouvelles choses, bosser dans un cadre de travail différent. Enfin, ton job de freelance, il est acquis et il n'y a pas de problème, tu vois. Tu n'es pas dans la situation où tu as l'impression que tu as plein de clients qui arrivent et tu es en mode ah, comment je fais pour les gérer, machin. C'est juste qu'en fait, tu en as trop, mais qui sont tellement pas qualifiés que déjà, il y en a plein que tu jettes à la poubelle. Et en plus, il n'y a rien qui te permet de standardiser quoi que ce soit parce que tu n'as pas cette base de les clients ont quelque chose en commun, tu vois. Là où Lavinia va avoir en commun que tous ses clients sont des gens qui se préoccupent de leur santé, tu vois. Là où Léa va avoir en commun que tous ses clients sont des startups. Et en fait, ce truc-là, à la base de l'activité de Léa, je trouve que Léa, c'est un très bon exemple, tu vois. À la base de l'activité de Léa, c'est je suis avocate en affaires. Ça peut vouloir dire énormément de trucs, mais par contre, elle deal qu'avec des startups. Donc la façon dont on a scalé ça, c'est qu'on a mis en place une landing page pour Léa où on dit toi tu es entrepreneur, occupe-toi de ta boîte, je m'occupe du légal. Et en fait ça fait un message où les gens vont s'inscrire et du coup ils disent bah ouais en fait c'est une avocate qui est pour moi et donc elle ça lui permet de à la fois recentrer sur un discours et que les gens comprennent exactement ce qu'elle fait et qu'elle puisse standardiser les trucs derrière parce que finalement les problèmes que les gens en start-up ont c'est toujours les mêmes. Alors que si elle multipliait plein de types de business différents, etc., elle aurait des problématiques tout le temps différentes et donc standardiser, ça devient très compliqué. Là, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu as énormément de gens qui rentrent par différents réseaux et qui rentrent en contact avec toi, qui veulent que tu bosses pour eux. À quel point tu peux pas filtrer ça, apprendre à dire non et dire non, moi je fais ce truc-là. Par contre, quand on le fait méga bien. Et donc, tu peux augmenter ton pricing et tous ces trucs-là, quoi. Okay. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je réfléchis à quelle est cette chose en fait. Quelle est cette chose exactement? Après, c'est un choix quoi. Je regarde une mission précédente, c'est vrai qu'il y a peu de points communs comme on disait. Ouais. Ce qu'on avait cherché. Non, parce que tu peux switcher tout le temps de l'un à l'autre, tu vois. Ouais. La question c'est si tu veux faire un truc qui grossit, faut faire un truc qui grossit, tu vois.
Sinon, c'est le principe du freelance, c'est qu'en fait, tu switches tout le temps d'un truc à l'autre, mais tu recommences de zéro à chaque fois, quoi. Et si tu veux arriver à construire un truc qui a une inertie et qui grossit, ce qui est a priori le but, quoi, t'es obligé en fait d'apprendre à te focus, quoi. T'es obligé d'apprendre à te focus parce que soit tu construis un truc plat et très très large et très très étendu avec plein de domaines d'expertise, etc. Soit tu fais un truc et tu le construis en hauteur, quoi. Et c'est ça la vraie question à se poser en tant que dev sur comment je fais pour scaler mon business, tu vois. Ok. Et pourquoi tu parles de freelance et pas de CDI, par exemple? Parce que je suis en train de me dire, j'ai l'impression que du coup, à chaque fois que je vais travailler avec des freelances, peut-être qu'ils vont être dans une autre mission et tout. Ouais. C'est quoi l'avantage? Comment je vais connaître ces personnes? Finalement, si elles changent à chaque fois, c'est-à-dire que je vais... Tu vois ce que je veux dire? Que tu vas quoi? Que je dois recommencer en fait la phase de recrutement à chaque projet. Ouais. Alors et du coup en fait moi, c'est là. Et si je veux faire plusieurs projets en parallèle, il faudrait que je fasse une semaine direct, je repasse dans un autre, un peu un truc comme ça. Après, genre ça dépend. Genre fondamentalement, il y a potentiellement un truc où au-delà de l'architecture du projet, il y a toute la phase de recrutement effectivement. Et ça, tu peux le scaler. Parce qu'en fait, si tu as des process standards, genre les devs, c'est quand même des gens qui sont plutôt débrouillards de manière générale, tu vois. Tu peux leur faire une espèce d'académie où tu leur expliques voilà comment on implémente un projet chez nous. Et du coup, c'est pour ça que je parle de freelance. Parce que moi, j'imagine un truc genre à terme où tu as 1000, 2000, 3000 freelances qui viennent sur ton site. Okay. Mais tu vois, ça commence petit forcément, tu vois. Et qui viennent et on leur dit bah en fait voilà, tu peux implémenter ces trucs-là. C'est la marque de fabrique, nous on va te filer des clients et en fait tu vas apprendre à le faire et ces gens-là tu peux leur filer des niveaux en fonction des clients qu'ils ont eu et tout, tu vois. Et donc les gens ils peuvent recruter des gens qui ont des plus ou moins hauts niveaux et en fait tu peux, tout ce qui se fait un peu par le bouche à oreille et par les recommandations, genre ah bah oui lui j'ai bossé avec lui, ça fait X temps qu'il fait du dev, il a déjà implémenté des projets de ce type-là et tout, qui sont que des trucs qui se passent comme ça par le bouche à oreille, tu peux mettre des métriques dessus quoi. Genre, bah ouais, il a déjà fait 3 clients dans cette verticale-là, forcément, il est bon sur ces projets-là, tu vois. Mais c'est un truc où c'est pas des missions ponctuelles, c'est un truc où c'est des missions plus long terme, quoi. Et où tu proposes aux gens de bâtir leur CV de dev, je sais pas trop, je réfléchis en même temps, hein, mais... Parce que même si tu as tous les trucs, après, ça peut ne pas forcément matcher. Scaler le recrutement sur ce genre de truc, ça se fait à partir du moment où tu as compris quels étaient l'ensemble des trucs nécessaires à faire le taf. Ouais, il faut que ce soit toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. C'est pour ça qu'on parle de standardiser et de répéter, tu vois. Parce qu'en fait, recruter ta première équipe pour faire le taf correctement, c'est compliqué. Mais recruter ta deuxième équipe, c'est un peu moins compliqué et tu ajustes au fur et à mesure. Et du coup, pourquoi tu prends pas toujours la même équipe? Ah oui, du coup, parce que t'en veux plus. C'est ça le jeu, quoi. Le jeu, c'est comment tu fais pour en avoir tout le temps plus. Ouais, pour paralléliser et que ton activité, ça passe d'un truc où toi, tu fais du freelance et ta propre équipe, à comment tu fais pour avoir plusieurs équipes en même temps dans plein d'endroits qui servent de ta techno commune, qui servent de tes process, etc. pour gérer les trucs et qui en plus, et potentiellement derrière, toi, tu peux leur amener encore plus de valeur en tant que freelance, tu vois. Genre, tu peux servir de third party, comme tu vois, c'est comme Airbnb. Airbnb, aujourd'hui, le service que tu achètes sur Airbnb, c'est pas de trouver des apparts stylés. C'est que s'il y a un problème, ils sont là, quoi. Ouais. Et tu vois, genre tu peux servir de third party sur s'il y a un truc qui va pas dans la relation avec le client, potentiellement toi tu peux intervenir parce que tu sais mettre des limites, tu peux centraliser la compta, tu peux faciliter le passage d'un dev d'une équipe à une autre équipe parce qu'en fait tu vois que c'est plus pertinent et en fait tu peux entrecroiser les trucs pour que les gens aient tout le temps. Enfin, tu vois, on peut imaginer vraiment un réseau, tu vois, qui se scale de gens qui sont là à long terme, quoi. Ok. Qui sont dans les boîtes à long terme. Je sais pas à quel point ça marcherait, mais ça se teste. Ok, d'accord. Je sais pas, hein, dis-moi ce que t'en penses. Tu verrais quoi comme d'autres idées, faire ce step en fait, première étape? La première étape, c'est qu'il faut trouver une verticale. Ok. Il faut trouver une verticale qui t'amuse, qui est une verticale qui est soit technique, genre type on fait des marketplaces, ou on fait que des apps mobiles dans tel secteur, tu vois, ou on fait je sais pas quoi. Et ensuite de tester une landing page et essayer d'avoir un maximum de clients potentiels où tu dis voilà, nous on est dev, si vous cherchez tel type de profil là maintenant, nous on vous propose de développer votre tel truc avec tel avantage compétitif. Donc soit tu es moins cher, ce qui n'est pas mon conseil, soit tu es plus rapide,
soit tu as une meilleure connaissance du terrain et du coup ils savent que quand ils vont te poser des questions sur cette problématique-là, ils vont pas avoir à t'expliquer pendant 6 ans la problématique, tu vois. Parce qu'il y a aussi ça chez un client. Chez un client, moi j'ai déjà bossé en dev chez des clients où je connaissais pas du tout le terrain. Bah, en fait, il y a quand même toute une phase d'acclimatation où tu es là en mode bah ouais, qu'est-ce que vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Comment je m'intègre dedans? C'est très compliqué. Alors que tu fais rentrer un freelance, tu vois, chez Coup d'État, on fait rentrer un freelance qui a déjà fait des plateformes d'éducation avant. C'est beaucoup plus simple pour nous qu'un freelance qui a fait que de la mode avant, tu vois. Parce que dans la chaîne de valeur de ce qu'on fait, il se place beaucoup plus vite, tu vois. Et il y a cette notion d'onboarding, de fit culturel. Genre, tu vois, une des questions, c'est aujourd'hui, là, ils checkent s'il y a un fit perso, il y a un échange de mails, etc. Eux, combien, sur les chasseurs de tête, ils envoient combien ils envoient de mails à des devs, combien répondent et combien d'entretiens ils font avant de trouver quelqu'un qui fit. Cette métrique-là, elle est intéressante, tu vois. Parce que si la pain dans certaines des boîtes, c'est que trouver un mec, ça demande de faire 15 interviews et que toi, ta proposition, c'est qu'en fait, tu es sûr d'avoir la personne qu'il leur faut parce qu'elle fit, tu règles leurs problèmes, tu vois. Ouais, du coup, c'est plus du développement, là, c'est je propose des gars, en fait. Après, tu peux dev toi-même aussi, hein. Mais ouais, effectivement. Ouais. Mais après, c'est le principe de scaler une activité, tu vois. Tu deviens une espèce de SSO10 décentralisé, quoi. De la même manière que ManyPixel a décentralisé l'agence de design, tu vois. Ok, donc alors décentralisé, donc il y aurait des mecs dans tous les coins alors, des freelances dans tous les coins un peu de France. Ouais, et tu arrives à trouver en fait les compétences qui sont communes à un projet qui serait commun. Ouais, mais c'est même pas genre, c'est pas du matching, c'est pas comme Comet où tu vas aller chercher les gens qui matchent par rapport à un projet, c'est qu'en fait toi tu proposes qu'un seul truc. Et que donc les clients qui viennent te voir, c'est des clients qui ont ce besoin-là. Et genre je veux faire un site de e-commerce. Typiquement, ouais, ce genre de truc, tu vois. En fait, c'est comme ça, c'est quand tu apprends à dire non, je veux pas switcher de projet toutes les 5 minutes, est-ce que tu veux faire ça ou pas, quoi. Mais il y a une vraie question personnelle qui est scaler, ça implique nécessairement de prendre du recul par rapport à ton activité et de dire là tu vas pas dev 8 heures par jour, tu vois. Il y a quand même un gros truc de comment je fais pour après là on est plus tellement sur du scale individuel, c'est clair, tu vois. Mais aujourd'hui ton scale individuel au final tu te finis par être t'es presque salarié des boîtes en fait. Ouais, je peux pas scaler, ouais, effectivement. Je peux rien réutiliser en fait entre missions. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir au début pour tester un truc comme ça, c'est de savoir si aujourd'hui on te fait un site Fabien, développeur sur telle verticale, combien de gens on est capable de faire rentrer dans ce funnel-là et qu'est-ce qui changerait en termes de relation avec toi, etc. pour toi, en fait, arriver à… Genre déjà, en fait, tu pourrais même faire le taf tout seul, tu vois, au départ. C'est un truc qui se teste. Je veux dire, là, aujourd'hui, tu es en mission, ok ? Tu es en mission, tu vas pas arrêter ta mission demain. Genre, il faut que ça continue un minimum, tu vois. Tu vas pas… Ce que tu peux faire, c'est tester sur le côté. Ok, moi, je fais bien. Je propose telle offre avec une architecture de projet qui est déjà là, tu vois. Genre, tu reprends un truc que tu as déjà fait. C'est pour ça que Oussy parlait de GraphQL, tu vois. Ok. Tu dis, moi, j'ai déjà une architecture qui est là pour vous aider à aller beaucoup plus vite sur ces systèmes-là. Comment tu peux faire aujourd'hui pour t'assurer que ton prochain client, il va te prendre moins de temps que le précédent, quoi. Et après, il y a une question de déléguer, mais c'est sur du scale de boîte, du scale d'équipe, genre c'est d'autres sujets. Mais toi, en tant que freelance aujourd'hui, comment tu pourrais faire pour, genre, tu vois, ne serait-ce qu'arriver à paralléliser 2 projets, tu vois. Genre, ça peut être un objectif de malade, tu vois. Ouais. Genre, aujourd'hui, quel freelance est capable de dire, je bosse sur 2 projets en même temps et c'est facile. Ouais. Tu vois. Et en fait, si tu arrives à faire ça, je pense pas que tu puisses aller chercher beaucoup plus, tu vois. Genre paralléliser 4 projets, c'est juste mort, tu vois. Par contre, paralléliser 2 projets parce que tu as réussi, parce que c'est des trucs qui ont une architecture commune et en fait, tu peux dev les 2 trucs côte à côte et sans que ce soit forcément des concurrents ou quoi. Si on arrive à trouver une verticale qui fonctionne comme ça, potentiellement, après, une fois que tu l'as fait individuellement, après, ça se fait à déléguer au niveau d'une boîte, à créer des process un peu plus grands, à recruter une team, enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Mais je pense qu'il y a un premier objectif sur, effectivement, toi, aujourd'hui, il n'y a quasiment rien à scaler dans tes opérations. Comment tu fais pour passer une première step où, dans ton travail, tu arrives à abattre 2 fois plus de taf grâce au fait de dire non et de recentrer ton travail sur une verticale particulière. La première chose, il faudrait que je trouve cette verticale en fait. Ouais, mais ça c'est juste un choix quoi. Genre tu peux, enfin,
C'est un choix quand même qui va être, C'est un choix qui va être. Tu vas faire que ça à un moment. Non, parce que tu peux déjà le lancer et voir ta landing page, et ensuite tu vois les projets qui vont en découler et tu dis oui ou non, tu vois. Il y a quand même assez peu de décisions qui impliquent pas une signature qui te bloquent dans ta vie, tu vois. Ouais. Genre si c'est juste faire une landing page et coller des clients et voir et déterminer si toi tu penses que c'est possible de faire ces deux trucs-là en même temps, bah en fait quand ça va devenir concret, tu pourras te poser la question, tu vois. Est-ce que je veux m'engager dans ce truc-là et tester et voir où ça me mène, ou est-ce que bah, en fait finalement ça me fait chier ou pas, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que c'est une décision qui est un peu random, genre tu peux même la faire presque au hasard. Tu dois tester en fait plusieurs. Ouais, tu peux même tester plusieurs trucs, tu vois. Tester plusieurs trucs et tu vois un peu les projets qui en découlent. Genre, est-ce que c'est possible aujourd'hui de trouver 2 clients sur la verticale marketplace? Oui, non. Est-ce que c'est possible de trouver 2 clients qui vont paralléliser leur truc sur la verticale sport, sur la verticale musique, tu vois, j'en sais rien. Et les verticales, tu vois, il faut les imaginer en fonction de quels sont les besoins clients que tu peux mutualiser, tu vois. Ok, ouais. Il faudrait valider déjà ça en fait. Il faudrait valider cette hypothèse-là. C'est pour ça que c'est une première étape. Il n'y a rien qui est bloquant. Genre, il n'y a rien où tu vas signer un contrat et dire bon, bah maintenant je fais Foncia et 2 trucs en même temps. ce qui serait juste mort, tu vois. Genre, Mais par contre, si tu arrives à valider ce truc-là, que tu es capable de prendre 2 projets qui sont un peu connexes et que tu arrives à créer une tech entre les deux et que tu arrives à faire 2 trucs, bah après, les questions qu'on va se poser, ce ne sera plus les mêmes que maintenant, quoi. Il faudrait voir jusqu'à où tu peux paralyser en fait. Parce que c'est vrai que tout ce qui est code métier, en fait, tout ce qui est processus vraiment interne, ouais, quoique si tu arrives à avoir 2 projets vraiment proches, c'est peut-être possible, ouais. Ok, à tester alors du coup. Bah, moi je te le dis parce que en fait c'est un. De toute façon, il n'y a que ça, finalement. Je pense pas qu'on puisse trouver autre chose pour scaler. C'est très compliqué parce qu'il y a un moment où en fait la majeure partie de ton temps elle est passée à coder et à délivrer de la valeur. Et c'est pas comme Léa ou Lavinia où la majeure partie de leur temps elle est passée à courir après les clients, tu vois. Ouais. Vu que toi tu as un truc où tu rentres et après tu es là. Par contre, il y a moyen d'aller chercher des trucs, quoi. Enfin, moi je sais quand je faisais du freelance, je pense à ça régulièrement et je le propose à. Et tu te disais, j'en parle à pas mal de gens, tu vois. Je peux Moi, scaler, mec, je faisais du free et j'ai fait 3 marketplaces de suite. Et en fait, si tu fais que à chaque fois on recodait les trucs, tu vois. Et j'étais fou, mec. Genre moi ne faire des trucs qui scalent pas, ça me rend dingue. Ouais. Genre vraiment, tu vois. Genre Le scaler fou. Mais vraiment, ça me rend dingue parce qu'en fait, je me dis mais je pourrais aider tellement plus de gens en scalant ce truc. Ouais. Que je vois pas pourquoi je me mets à le faire, machin, tu vois, genre j'ai une ambition qui est balèze, quoi, et j'aime bien ça, tu vois, mais en fait, ça me rendait malade, tu vois. Même en tant que dev, on n'aime pas répéter. Mais personne n'aime ça, enfin, c'est une des règles de base du code, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et en fait, et c'est ça que je trouve un peu aberrant, tu vois, c'est que aujourd'hui, en tant que dev, la façon de pas se répéter que tu trouves, c'est changer de mission. Comment tu fais pour trouver un truc où ne pas se répéter, c'est faire la même chose tellement mieux et tellement automatisé que tu n'as plus à le faire et que tu peux aller chercher des challenges plus intéressants, quoi. Parce que là, en fait, on parle de projets qui ont un début et une fin, et là, on parle de projets à long terme. Ouais. Si on arrive peut-être à, je sais pas, toutes les boîtes, si on leur disait, ok, pendant 5 mois, on va vous accompagner et on va faire en sorte que vous puissiez commencer après, enfin, continuer avec d'autres personnes. C'est un package de ouf, mec. Ça pourrait être un package en fait de faire une introduction à la chose. Ouais, mais quoi que ça, tu peux pas vraiment scaler. Enfin, tu peux l'introduction. Parce que du coup, tu vas vraiment coder. Enfin, ouais, il faudrait que ce soit vertical. Si tu arrives à coder le truc de base, tu leur dis en 5 mois, on vous fait le truc, et après, nous, on vous aide à recruter vos personnes qui vont prendre le job. C'est pas toi qui le fais, tu vois. T'es pas une agence de recrutement. Par contre, tu mets un truc en place où tu leur assures que c'est méga solide et que n'importe quelle équipe derrière pourra reprendre la code base et pourra enchaîner derrière, tu vois. Genre, tu deviens tu kickstart ces types de business-là, tu vois. C'est aussi une offre de ouf. Ce que tu pourrais faire après comme offre ou alors, mais tu vois, c'est moins scalé parce que j'essaie de voir si je comprends la verticalité. Potentiellement, je sais pas si tu as beaucoup de missions en fait. Parce que du coup, en fait, la verticalité, c'est qu'avec des missions qui ont un début et une fin. Ça, techniquement, je pense que y a tout le monde qui se bat pour ces missions où tu as plein d'agences web, tu en as des milliers. J'essaye de voir en fait comment scaler plutôt dans un truc qui est pas scalable. Après, je sais pas, c'est peut-être pas possible. Comment, par exemple, une mission comme Foncia où en fait tu n'as que des CSI, tu n'as pas d'agence web. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait rentrer dedans et en ressortir et du coup
accéder à des missions qui normalement sont pas scalables, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est très compliqué. Ouais. Je pense que c'est très compliqué parce que Et alors l'idée que j'avais, t'as c'est un en fait de désalignement faire un d'intérêt MVP. avec ton client, tu vois. Ouais. Genre le problème c'est que t'es là en mode on va bosser pour toujours et puis en fait au bout de 5 mois t'es là en mode bah finalement on va se barrer et ta relation avec ton client elle est forcément enfin peu importe le sens dans lequel tu le prends en fait il y a forcément un moment où si t'annonces pas la couleur dès le départ c'est Ah compliqué. oui, non, bien sûr. Non, ça... Par contre Tu vends un package de 5 mois avec un MVP ouais. et du coup, peut-être que ça forcera même le client à avoir. Parce que souvent, en fait, tu commences à faire une V0 qui devient une V1, qui devient une V2 et ça devient énorme. Est-ce qu'on devrait pas plutôt dire, ouais, on est que 5 mois, enfin, genre, du coup, je pense que c'est contre-business de dire, je reste que 5 mois, après je m'en vais. Pourquoi? Je sais pas, parce que, normalement, t'es prêt à accepter. Moi je pense qu'elle est là la clé. Hein. Moi je pense qu'elle est là Genre la te clé. dire, je fais que 5 mois, c'est une condition sine qua non, même si le mec te paye 10 fois plus. Bon, après, il y aurait des cas exceptionnels, mais. Mais en fait le problème c'est que tu sous-estimes à quel point il y a beaucoup de gens sur le marché quoi. Il y a tellement de gens sur le marché que tu trouves forcément des gens qui sont prêts à accepter des offres un peu qui sortent de l'ordinaire, tu vois. Genre aujourd'hui, ta réflexion, et si je me trompe pas, genre ce que j'entends là, c'est ouais, mais en fait, si les gars ils me proposent de bosser 2 ans pour eux, c'est du business en plus, donc pourquoi je le ferais pas? Et donc tu vois, c'est ça, c'est genre ok, s'ils me proposent de bosser plus longtemps, pourquoi je le ferais pas? C'est plus de business. La question, c'est comment tu fais pour accepter, genre ne pas accepter ce type de business-là qui devient nécessairement du taf non scalable, pour réduire au taf qui est scalable et dire voilà, nous on va enchaîner plein de clients et en fait ça va nous permettre de monter en compétence sur un seul sujet qui est le MVP de telle verticale et ça n'empêche pas après derrière de lancer d'autres verticales plus tard, tu vois, d'autres trucs. Mais en fait fondamentalement il y a un moment où tu as besoin d'être focus sur un seul sujet et de mettre des limites à ces sujets-là pour pouvoir les faire le mieux possible. En gros, on pourrait imaginer qu'il y aurait 3 phases. Une première phase en fait où tu aides le client à sortir un MVP, donc à définir un périmètre, une V0, mais qui soit vraiment une V0 parce que là, le mec il sait que dans 5 mois, tu te casses. Une deuxième partie où tu devs le MVP, et une troisième partie où là tu engages des gens qui eux vont continuer après toi et tu les formes sur ta techno. Ça pourrait être une idée, ouais. Et en fait, ta boîte, elle pourrait au début du coup scaler dans une verticale, mais toujours en créant des MVP. Du coup, ça lui permet d'itérer de plus en plus rapidement. Ça pourrait être une idée, hein. Faire que des MVP. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est. Enfin, ce que je remarque, c'est que le client veut sa V0, mais en fait, c'est vraiment une V1. Ouais. C'est jamais c'est je veux ça, mais je vais avoir besoin de ça. Sinon, ça marchera pas. Oui, mais le MVP, c'est pour prouver que ça fonctionne. Si tu veux tout, finalement, donne-moi un cahier des charges et je te fais ça en 2 ans. Ça pourrait être une des idées. Après, sur le théorie, tu vois, souvent tu leur dis mais non, il faut pas ça. Ils disent mais si je le veux, tu vois. Est-ce que théoriquement ils aimeraient, enfin ça, après oui ça a prouvé en fait. Est-ce qu'ils seraient capables d'avoir une offre où le mec va se casser dans 5 mois ça reste à prouver en fait. Moi je pense que ça pourrait les forcer après, mais moi je pense que ça se teste vraiment, tu vois. Parce qu'en fait, enfin, je veux dire, dans la communauté coup d'État, des gens qui seraient prêts à payer pour ça, j'en connais plein quoi. Ne serait-ce que ça en fait. Tous les gens qui veulent démarrer, lancer leur truc, qui ont un peu de sous de côté, qui veulent démarrer mais qui en fait ont aussi besoin de conseils de dev parce qu'ils ne comprennent pas. Genre il y a plein de gens qui comprennent pas le taf de dev et qui du coup font la fameuse V1 plutôt que la V0, tu vois. Et toi, si ton job c'est, bah ok, écoute, moi je vais faire ça, j'ai tant de temps, je peux t'annoncer exactement ce que je peux faire dans ce temps de temps. On se met d'accord et ensuite je le dev et on fait vraiment un système de tu vas pas venir me voir toutes les semaines pour me demander un nouveau truc à rajouter au milieu, etc. Tu vois, t'es clair, tu poses tes limites, tu poses ton cadre et tu dis voilà, aujourd'hui on a développé une méthode qui nous permet de développer des MVP hyper rapidement en adéquation avec toi, entrepreneur, et il faut que tu suives cette méthode, tu vois. Et tu fais un truc où à la fois tu éduques tes clients à penser mieux sur la façon de dev et tu leur apportes plus de valeur et le bouche à oreille, il peut être balèze quoi. Du moins, c'est à tester en tout cas. En tout cas, c'est à tester de ouf, tu vois. C'est à tester, mais je pense que des gens. C'est vrai que ça me séduit un peu l'idée quand même d'un MVP en 3 étapes. Parce que comme là, je pense que tu as pas mal de boîtes qui rêveraient en fait de faire un MVP et qui sont toujours tentées en fait de faire autre chose.
d'en faire une V1 et ça sort pas au bout de... Ça devient un truc qui prend énormément de temps et ils sortent jamais rien parce que eux-mêmes, c'est eux qui se freinent. Ils ont pas des gens qui leur disent non, on ne rajoute pas cette feature, supprime cette feature. Le mec parle d'un problème, quoi. Ouais. Genre, je pense que tu fais une... Enfin, je pense que MVP, c'est trop large. Ouais. Je pense qu'il faut encore une verticale. Genre, tu peux encore réduire parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont besoin de dev, tu vois. Mais, je veux dire, t'annonces ça sur ta landing page. Genre, 90% des projets sortent une V1 plutôt qu'une V0 avec un max de fonctionnalités qui servent à rien. Nous, on vous propose un package où en 5 mois, on vous livre la vraie version et on vous apporte notre expertise de dev pour vous dire exactement là où tu dois pas mettre ton temps parce qu'on l'a vu et c'est sur des centaines, enfin des dizaines d'autres trucs, machin. Enfin, les gens, ils se projettent, quoi. Les gens, ils se projettent, ils sont en mode, ah bah ouais, en fait, c'est vrai que peut-être qu'avec eux, j'aurais plus de chances qu'en demandant à un cabinet de recrutement de prendre n'importe quel dev sur LinkedIn, tu vois. Et c'est ça le jeu. C'est comment tu fais pour bâtir un truc qui est décorrélé de toi. C'est décorrélé de ton expertise de dev. Ça devient juste la productisation. Ouais. Ça devient du productivisme. Non, mais ça devient de la productisation, tu vois, de ton activité de dev. C'est genre, bah voilà, t'achètes ce package, ok, tu l'as, et puis derrière, comment on fait pour enfin mettre une chaîne de valeur qui a du sens, parce qu'une fois que c'est terminé, bah peut-être que les gens, ils vont vouloir, ils vont te recommander à quelqu'un d'autre. Peut-être que leur truc va foirer et qu'ils vont vouloir créer un nouveau MVP, ou peut-être qu'ils vont lancer un nouveau service et qu'ils vont créer un nouveau MVP. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais il y a des trucs à tester en tout cas, je pense. Et des trucs où en fait à chaque itération, tu peux améliorer ta code base et tu peux améliorer ton architecture de base pour que... Jusqu'à ce qu'un jour le MVP, normalement, ou un POC, t'es pas censé reprendre dessus. Non. Mais ça pourrait, finalement, tu pourrais arriver à un tel niveau de qualité parce que tu as tellement réitéré. Tu pourrais même imaginer que ton POC, en fait, tu reprennes dessus sans trop de trucs. Mais tu pourrais dire, ok, je vous fais un POC, c'est parce que vous le testez, tu vois, les premières itérations. En gros, je vous conseille pas de recoder dessus. Et à force d'itérer, ça pourrait devenir un jour, finalement, on a fait un POC, mais on considère qu'il est valable pour un développement futur à plus ou moins long terme. Ouais. Ça, j'avoue, ce serait classe de pouvoir pas toujours jeter. Parce qu'il y a aussi des missions qui développent un POC et finalement continuent dessus. Ouais. Sauf que les premiers devs, ils l'ont pensé comme en mode POC et ça devient dégueulasse et ça devient difficile à... Potentiellement, tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'excite vraiment là-dedans, c'est que on passe d'un modèle où à chaque nouveau contrat, tu recommences de zéro, à un modèle où à chaque itération, ça devient plus facile de délivrer la mission, quoi. Et ça, c'est que le côté individuel. Genre, c'est un truc que tu pourrais potentiellement faire tout seul. Et après, tu peux le faire au niveau d'une boîte, et tu peux le faire au niveau d'une équipe, et tu peux le faire au niveau du monde, quoi. Et potentiellement, la vision, c'est ça, quoi. Genre, et ça reste qu'une vision. Et une vision, ça se découpe en petits morceaux, et tu dis, bah voilà, maintenant, ma première étape, c'est quoi? C'est faire une landing page. Est-ce que je peux trouver un discours qui soit suffisamment pertinent pour que des gens, dans une verticale, aient envie d'acheter un contrat qui va durer 5 mois sur comment tu développes un MVP qui a du sens, quoi. Qui a vraiment du sens. Ouais, et pas juste un MVP. C'est genre. Un vrai MVP en fait. Ouais, c'est genre. Vraiment la valeur c'est business. Genre. Sur ta page, moi je vois tout à fait le discours, tu vois. Genre, ouais, jusqu'à maintenant, on disait oui à tout ce que les clients disaient, même quand ils faisaient des erreurs. C'est terminé. Maintenant, nous, on vous donne 5 mois pour développer la première version de votre produit parce qu'on pense que c'est suffisant. Et nous, on a développé des technologies derrière qui nous permettent d'aller de plus en plus vite. Enfin, mec, c'est lourd. Genre, je pense que tu peux vendre sur ça, quoi. Après, faut le réaliser en pratique, hein. Toujours. Hein. Bah, je dis ça, j'espère que c'est faisable, hein. Je pense. Toujours. Hein. Moi, je pense que c'est faisable aussi, ouais. Réfléchis-y. Ouais, j'ai réfléchi clairement. Réfléchis-y. Dis-moi ce que tu en penses. Par l'idée. Et ensuite, on voit pour les prochaines étapes. Et de toute façon. Contrairement à avant, là, je vois vraiment une valeur ajoutée. Ouais. Parce qu'avant, j'avais vraiment l'impression, quand on parlait dans les discussions précédentes, qu'on était en train de faire une énième agence web qui se différencierait par un truc low cost ou un truc. Alors qu'il y en a des centaines, j'imagine, des agences web qui font que des marketplaces, qui font que des. Même si oui, on va se focaliser. Ça, c'est quand même un point intéressant, tu vois. Genre, je pense que. Enfin, c'est un truc que j'ai entendu beaucoup dans les gens que j'accompagne un peu à essayer de scaler leur modèle, tu vois. C'est que les gens me disent, ouais, mais il y a déjà des centaines de boîtes qui font cette activité-là. Pourquoi moi je scalerais et pas elle? Mais en fait, c'est parce qu'il y a eu une vraie volonté, quoi.
il y a une vraie volonté. Je veux dire, ton agence qui a une verticale qui fait que des marketplaces, si t'as pas encore scalé un minimum, c'est que tu n'as pas mis tous tes moyens, quoi. Et en fait, souvent, elles se font rattraper par le deal flow continu de clients, les gens demandent des contrats, bah ouais, pourquoi pas, machin, etc. Et puis ils finissent par développer des trucs, mais en fait, les gens savent pas mettre de limites. Et c'est ça qui est complètement contre-intuitif dans le fait de scaler, c'est en mettant des limites à ton activité que tu la fais monter. Et c'est ça qui est trop cool, tu vois. Parce que fondamentalement, en fait, tu pourrais très bien passer… Enfin, genre, tu sais, c'est un schéma qui est comme as, quoi. Tu pourrais passer toute ta vie à générer de la valeur comme ça. Peut-être que ça va monter un petit peu au fur et à mesure parce que ta REM, elle va augmenter, tu vois, au fur et à mesure de ta vie. La question, c'est si tu mets des limites, bah en fait, genre, ça va se bloquer contre un mur, tu vois. Et en fait, le même trait qui va avancer, et bah, il fait que toi, tu vas juste créer de la valeur verticalement, quoi. Et c'est ça le jeu. Quand tu dis limite, c'est-à-dire par exemple, on le Tu fait mets des limites, genre on fait que ce truc-là. On fait que ça. On prend pas ça, on refuse, parce que du coup, au lieu de à chaque fois changer et gagner un petit peu plus de rémunération, etc. Et ben là, nous, on fait un truc où ça scale, quoi. Tu penses que c'est quoi qui empêche aujourd'hui la forte concurrence de toutes les boîtes qui, par exemple, il y a Rock en scène qui va dire ok, faites-moi une présentation. Là, tu dois avoir 50 agences web. Qu'est-ce qui les empêche de scaler Les agences, tu veux dire? Ouais. Parce qu'ils n'ont pas pensé dès le début. Je pense qu'il y a un truc de ça déjà, ouais. Il y a un truc on sous-estime à quel point il y a une inertie dans les boîtes avec la culture, la résistance au changement, etc. Parce qu'en fait, c'est partout, quoi. Genre même dans les boîtes jeunes, t'as de la résistance au changement, genre c'est compliqué, tu vois. Et en plus de ça, alors il y a déjà une bonne partie des gens qui veulent pas, qui fondamentalement sont très contents avec changer de projet toutes les 5 minutes et tout le monde veut pas faire ça, tu vois. Genre, il y a quand même une bonne partie des gens qui font ça. Et même dans les gens qui essayent de faire ça, ils mettent leur énergie au mauvais endroit. J'en ai vu plein des agences de dev essayer de scaler. J'en ai vu quelques-unes, quoi. Qui répétait toujours. Et qui répétaient toujours. Entre deux affiches pour un festival. Ah oui, deux sites pour un festival. En graphisme, je sais pas, mais enfin, tu vois, il y a Minipixel qui fait ça, quoi. Minipixel, tu viens, tu dis, oh, je veux tel truc, il te trouve un freelance et puis ça part, quoi. Tu fais ta mission et puis c'est fini et puis tu reviens sur Minipixel plus tard. Et ça marche hyper bien. Sur l'agence de dev, enfin, moi j'ai déjà vu 2-3 agences de dev essayer de scaler et elles s'y prennent toujours mal. Parce qu'en fait, elles essayent de faire ça en même temps qu'elles prennent plein d'autres clients différents. Alors qu'en fait, ce qui est contre-intuitif dans le fait de scaler, c'est qu'il faut ralentir. Enfin, dans l'idéal, il ne faut pas ralentir, mais en tout cas, il faut couper des trucs, quoi. Il faut limiter. Et c'est hyper dur. Ça demande une volonté gigantesque et une croyance que derrière, tu vas arriver à développer une expertise suffisamment forte pour que ça puisse scaler, tu vois. Mais c'est méga dur. Genre, psychologiquement, c'est ultra dur. C'est ce qu'on fait dans Anyone Can Scale, tu vois. Ce qu'on fait dans Anyone Can Scale, c'est faire prendre conscience aux gens que malgré toute leur intuition qui leur dit « Ah, mais il y a encore un nouveau client qui me demande un truc différent, c'est un peu plus de business », tu le prends pas et tu passes le temps que tu passes pas avec ce client à essayer de faire plus de tes clients que tu as déjà actuellement, tu vois. Et tu penses qu'il y a vraiment des grandes verticalités? Parce que moi j'ai beaucoup de clients, mais c'est parce que il y a différents projets. Moi, je pense et c'est là que je reprends, tu vois, c'est que il y a beaucoup de gens, quoi. Il y a beaucoup de gens avec des gens qui ont besoin de dev. Il y en a tellement, mec. Le marché est gigantesque, genre. Et en fait, tout le monde sous-estime ça. Et tout le monde sous-estime que, certes, les arbres poussent pas jusqu'au ciel, mais faut pas déconner, je trouve que ça pousse très très haut, tu vois. Il y a un marché qui est gigantesque. C'est juste que toi, t'en effleures une toute petite partie avec les gens qui te touchent sur LinkedIn, qui visent ton blog, qui font des trucs. Ouais. Mais en fait, t'as pas conscience. Non. Mais personne, c'est un truc qui se débloque au fur et à mesure. Moi, coup d'état, mec, c'était un délire. Hein. Coup d'état, là, aujourd'hui, on onboard 200 personnes par jour. Il y a un an, on onboardait 15 par jour, tu vois. À chaque fois, c'est-à-dire on les inscrit sur le site, quoi. Ouais, d'accord. Genre à chaque fois, on est là en mode mais jusqu'où ça s'arrête, tu vois. D'accord. Genre quand t'entends que Revolut, ils font, enfin il y a genre 2 ans, ils faisaient 20 000 nouveaux clients par jour. Putain. Il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite et aujourd'hui, scaler ta boîte pour que ça devienne un truc gigantesque, c'est pas un truc qui est hors de portée. Mais c'est juste qu'il faut prendre conscience de ce truc-là, que si tu testes et que tu fais que optimiser ton flow pour faire en sorte que tu puisses délivrer de plus en plus de projets en automatisant et en standardisant tes activités, il y a toujours moyen d'aller chercher plus, quoi. Jusqu'à un certain point, mais à un certain point, putain, t'y es pas du tout, quoi. Genre personne d'entre nous l'est, tu vois. Ouais, mais tu vois, là, tu compares des projets web et des personnes.
Bien sûr, entre des personnes qui vont venir, on est 7 milliards. Mais c'est pareil. là, des projets, C'est est-ce qu'il y en a pareil. autant? Genre, t'as pas besoin c'est Et en ça le plus, truc. il y a plein de gens qui. Ouais, c'est sûr. T'as pas besoin de 20 000 personnes par jour. C'est ça le point. Non, effectivement. Ici, j'en ai juste 4 que je peux scaler en parallèle. Ouais. Il faudrait plus. Du coup, je pourrais Et pas être après, sur les comment 4. tu fais pour en avoir 8, et puis après, comment tu fais pour en avoir 16. Et ça grossit, quoi. Ouais. C'est ça le jeu. Enfin bon, voilà, je te laisse y réfléchir. Ouais. Tu me dis ce que t'en penses. Et puis ensuite, on se pose sur la création d'une landing un petit peu plus tard. Et on voit et on teste, quoi.